Le JavaScript est un langage faiblement typé. C'est-à-dire que si je déclare une variable a et que je lui donne un nombre 5, je peux plus tard modifier cette variable a et lui donner une chaîne de caractères 5 et mon fichier s'exécutera de la même manière, sans aucun problème. Si j'utilise NodeMon qui utilise Node derrière pour exécuter mon JavaScript pour console logger ma variable, il n'y a pas de problème, j'ai bien le 5. Cette méthode de typage est vue par beaucoup comme une des faiblesses de JavaScript, mais par d'autres comme une force. Alors là, dans cette vidéo, on débattra pas de ça. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Un autre comportement de JavaScript est plus problématique. Si je définis un objet avec deux propriétés, nom et âge, name et age, je peux ensuite accéder, grâce au point, l'accesseur point, à la propriété name en faisant user.name. Ça, on connaît. Chose plus surprenante, c'est que je peux également accéder à la propriété user.phone. Et ça vous aura pas échappé, on n'a pas user.phone. Alors ça me sort undefined, bien sûr, parce que j'ai pas de phone dans mon objet, mais ça ne devrait pas me sortir undefined. Il n'est pas juste undefined, il n'existe pas, il n'est pas présent sur mon objet. Et ce genre de problème est difficile à traquer dans JavaScript. Ce genre de bug est difficile à repérer. TypeScript va apporter un certain nombre d'outils pour éviter ce genre d'erreur. Pour utiliser TypeScript, rien de plus simple, vous transformez la terminaison JS en terminaison TS. Et instantanément, on va avoir une erreur. Si on a cette erreur, c'est parce que Visual Studio reconnaît le TypeScript et il va me dire Property phone does not exist on type et mon objet. La propriété phone n'existe pas dans cet objet. Visual Studio sait qu'en TypeScript, on ne peut pas faire ce genre d'erreur. Là, par contre, NodeMon s'est un petit peu arrêté. Il se rafraîchit pas parce que il n'a plus de fichier app.js. Et de toute façon, il ne saurait pas exécuter un fichier TypeScript. Ça ne lui sert à rien. Donc, on va couper pour l'instant Node. Le fichier TypeScript donc va apporter un certain nombre de règles supplémentaires. Mais on ne peut pas s'en servir comme ça. Alors, pour pouvoir s'en servir et l'exécuter grâce à Node, il va falloir le reconvertir en fichier JavaScript. Et pour ça, on va utiliser un compilateur, le compilateur TypeScript qu'on va installer grâce à npm install TypeScript. On va rajouter le "-g" pour l'installer de manière globale sur notre ordinateur. Alors, je l'avais déjà installé, moi ça me l'a simplement mis à jour. Et une fois le package installé, on va avoir accès à la commande tsc, TypeScript Compiler. Donc si le compiler est bien installé, vous devriez pouvoir faire tsc-v. Ensuite, pour voir ce que le compiler peut faire pour nous, on va faire tsc-help. Et ça va nous donner une liste de toutes les commandes possibles avec tsc. Alors on va voir qu'il y a pas mal d'options et si on remonte tout en haut, on tombe sur les commandes de base. tsc compiles the current project. Ça va compiler donc notre projet actuel. Et pour faire quelque chose de plus précis en bas, on va pouvoir compiler specified files with default compiler options. Un fichier spécifique donc avec les options par défaut. Parce qu'en fait, il y a un certain nombre d'options qu'on devra préciser dans un fichier de config. On va faire ça juste après. Donc pour faire option par défaut, on va faire tsc app.ts. Et on va avoir un fichier app.js qui va apparaître. De la même manière qu'on avait le problème affiché dans notre console, on l'a aussi, ce problème de propriété inexistante qui réapparaît au moment de la compilation de notre projet. Et on va voir, pour comparer, on va regarder le projet app.js qui est visiblement exactement la même chose. Sauf qu'il a rajouté un point-virgule à la fin de mon objet. TypeScript n'ajoute rien à JavaScript. TypeScript va seulement vérifier les types et ensuite il sera simplement traduit en JavaScript conventionnel et normal, classique je veux dire. On a visiblement une autre erreur qui est apparue. Cannot redeclare block scoped variable user. Et on va voir ça juste dans un moment.
Pour l'instant, je voudrais vous montrer une autre commande qui est très pratique, qui va être "-watch", qu'on retrouve dans pas mal de packages. tsc app.ts avec l'option watch, ça va regarder notre code et à chaque changement, il va le recompiler vers le fichier JS. Donc si je change avec un code valide, ça va supprimer une des erreurs et ça va se recompiler vers le fichier JavaScript. Alors pour ce qui est de cette erreur, j'ai dû aller chercher parce que je la connaissais pas. C'est un problème de portée. Un fichier TS sera soit un module, soit un script. Dans le cas où il est un script, il va partager toutes les variables sur l'objet global. Et là, on aura deux donc user. Le let user à gauche dans le fichier TS et celui de droite. Donc il y a une répétition de la même variable, pardon. Ce qui pose problème. Pour convertir ce fichier en module, qui aura donc sa propre portée fermée, donc il n'y aura pas de conflit, on rajoute export tout en haut. Et donc TypeScript comprendra que ce fichier est un module. Donc il n'accédera pas à l'objet global. Vous en faites pas, on n'a pas à faire ça à chaque fois. D'ailleurs, on va résoudre ce problème en augmentant un petit peu la difficulté et en se mettant dans une disposition un peu plus, disons, professionnelle. Je vais couper donc mon compilateur et supprimer le fichier app.js. Ensuite, on va créer un fichier de configuration avec tsc-init et on va avoir le fichier tsconfig.json qui va apparaître. Dans ce fichier, on va avoir beaucoup de configurations qui seront commentées et qu'on pourra décider d'activer ou non. Vous avez à droite à chaque fois une courte description de l'intérêt de l'option. Un truc assez facile, par exemple, c'est target, qu'on voit en plein milieu, et on va le modifier pour mettre sur ES6. Ça évitera de convertir toutes nos let et nos const en var, vu qu'il n'y avait pas de let et const en ES5. Ensuite, on va essayer de créer un dossier source et un dossier dist, les dossiers qu'on retrouve habituellement dans n'importe quel type de projet. On va descendre un peu plus bas jusqu'à l'option route dir. On va l'activer et le renommer avec src. Et ensuite, on créera notre dossier src dans lequel on glissera notre fichier TypeScript. Ensuite, un peu plus bas, on va modifier out dir et le nommer dist. Et on va créer un dossier dist. Et tant qu'on est dans le fichier de config, on va aller voir tout en bas. Quelque chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est toutes les options autour du type checking. Parce que là, il y a pas mal d'options pour modifier la précision du checking de TypeScript. On peut le rendre plus ou moins strict. Avec strict true, il va mettre le plus strict possible toutes les options, ce qui est l'option de base. S'il y a certains types de checks avec lesquels vous voulez plus vous embêter, vous pouvez les enlever à cet endroit. Maintenant qu'on s'est organisé un peu mieux, on va pouvoir relancer le compilateur avec la commande tsc, tout simplement. Cette fois, il va le chercher dans le dossier src, tous les fichiers TypeScript, et les convertir en fichiers JavaScript et les mettre dans le fichier dist. On va retrouver bien sûr notre option watch, watch, pour que notre code se recompile à chaque modification. Maintenant qu'on a fait ça, on va remettre le fichier JavaScript à droite juste pour voir comment il se compile et on va pouvoir enlever l'option export vu que le bug aura disparu. Voilà, comme je vous l'avais dit, en configuration normale, on n'a pas ce type de problème. Maintenant, on va pouvoir plonger dans le vif du sujet et voir les différentes manières de typer notre code avec TypeScript pour que TypeScript puisse vérifier qu'on n'ait pas fait d'erreur bête. Si je déclare une variable a et lui attribue le nombre 5, je ne pourrai pas plus tard en TypeScript lui attribuer la chaîne de caractères 5. TypeScript va me donner une erreur. Et si je passe ma souris par-dessus, on va voir let a number, une syntaxe assez nouvelle qu'on va pouvoir utiliser. Et on va avoir une erreur aussi explicite me disant que le type string n'est pas assignable au type number. Donc c'est très clair.
TypeScript, à ce moment-là, remplit le rôle de static type checker, c'est-à-dire qu'il va vérifier le type de nos objets et de nos variables. C'est la fonction première de TypeScript. Dans ce cas de figure, TypeScript va déduire le type de la variable A par rapport à la valeur qu'on lui donne en premier. C'est ce qu'on appelle le type inference. Il va déduire le type de la variable A parce qu'on lui a donné 5. Donc il déduit que ça va être un nombre. On peut explicitement attribuer un type à une variable avec cette syntaxe qu'on a vue tout à l'heure. Let be : le type de la variable. On verra à droite que rien de tout ça apparaîtra parce qu'il n'est pas converti sur le JavaScript. Il sert juste à contrôler, à vérifier notre code. Si j'essaye ensuite de lui attribuer une chaîne de caractères, j'aurai une erreur de la part de TypeScript. Le static type checking est à opposer au dynamic type checking, qui est la méthode courante du JavaScript, qui va donc vérifier au moment de son exécution et pas à partir du code source. Pour commencer à créer des types plus complexes, vu qu'on ne sait pas si une variable va être forcément un nombre ou une chaîne de caractères, on peut utiliser le union types. Cette syntaxe est assez similaire au OU de JavaScript. Donc C peut être un nombre ou une chaîne de caractères. Et entre nos deux types, on mettra une barre verticale. Et ensuite, du coup, on pourra attribuer l'un ou l'autre de manière interchangeable sans problème. De base, on pourra ainsi attribuer à nos variables les types primitifs du JavaScript, comme les nombres, les chaînes de caractères, les booléens, les nuls, les undefined. Je pense que vous les connaissez. Vous voyez que si j'essaye de donner un booléen à ma variable true, on va avoir une erreur, même s'il sera bien compilé, comme d'habitude, sur ma droite. Donc, comme je l'ai déjà dit, on va avoir pas mal de types à connaître en TypeScript, pour pouvoir typer notre code. Et ça va être une des principales difficultés quand on commence avec TypeScript, c'est-à-dire de connaître les types que l'on peut utiliser. Alors, comme j'ai dit, on a le nombre, qu'on a déjà vu, le booléen, la chaîne de caractères, on a aussi la date, mais cette fois on utilisera une majuscule. La date, c'est l'interface d'un objet global de JavaScript. On aura comme ça, comme objet global, map ou set, ou encore promise. Je mettrai un lien dans la description vers une liste des objets globaux de MDN. On a aussi null et undefined, et là, on a fait à peu près le tour. On peut également avoir des types plus littéraux, c'est-à-dire qu'une chaîne de caractères, par exemple gauche ou droite, ça peut être un type. Avec cette syntaxe qu'on appellera literal type en anglais, on va décrire que cette variable D ne pourra avoir que la valeur gauche ou droite. C'est assez explicite. Bien sûr, si j'essaye d'attribuer n'importe quelle autre chaîne de caractères à ma variable, je vais avoir une erreur. Généralement, TypeScript va essayer de déduire intelligemment le type de nos différentes variables ou objets. Mais des fois, il faudra lui donner un coup de main pour préciser certains types. Et là, je vais utiliser un exemple qui vient de la documentation. Si je veux sélectionner un bouton avec tout simplement le query selector, TypeScript va déduire que ma variable est un élément ou nul si il n'y a pas d'élément qui existe dans la page. Pour aider TypeScript à comprendre de quel type on parle, on va utiliser le type assertion. Et la syntaxe est assez étrange, mais vous allez la croiser régulièrement. Entre les signes inférieurs et supérieurs, comme un tag HTML, on mettra le type précis de l'élément que l'on veut décrire. Le type sera un HTML button element. Ça, c'est pareil, ce genre de type, pour les connaître, c'est pas forcément évident. Je vous mettrai un autre lien. Il y a une liste encore MDN avec toutes les interfaces de base liées à l'API de web. Une fois cette précision ajoutée, le bouton, la variable btn, sera forcément un HTML button element, ou alors on aura un bug.
Si on va faire un tour sur cette page, on va voir toutes les interfaces qui sont à notre disposition. Et il y en a un paquet. Heureusement qu'on a Emmet et les différentes suggestions pour nous aider. Alors de retour sur notre code, parce qu'on est loin d'avoir terminé, on va passer au tableau. Pour décrire un tableau, on pourrait utiliser cette syntaxe. Tout simplement avec les crochets. Mais le problème de cette syntaxe, c'est que si j'essaye d'attribuer à ma variable un tableau avec différents nombres à l'intérieur, ça ne passera pas pour TypeScript. Parce que ce tableau, c'est pas simplement un tableau, c'est un tableau avec les valeurs à l'intérieur. Et bien sûr, il va falloir qu'on décrive ces valeurs pour que ces valeurs soient également vérifiées. Et pour ça, il y a plusieurs manières de faire. On pourrait, à l'intérieur de notre description et de notre typage, indiquer qu'on aura 3 nombres. Number, number et encore number. Et ça passe, mais ce ne sera pas le plus courant. Le plus courant, ça sera de mettre number avant notre tableau, comme ça. Et de cette manière, on décrit en fait que myArray sera un tableau avec des nombres à l'intérieur. N'importe quelle quantité de nombres. Ça sera un tableau de nombres. Grâce à cette syntaxe, on pourra pousser la logique encore un peu plus loin en mettant un tableau de nombres. Si vous voulez créer des tableaux en 2 dimensions. Donc cette fois, on aura un tableau dans un tableau avec des nombres à l'intérieur du premier. C'est peut-être pas la structure de données que vous utilisez tous les jours, mais je trouve que ça explique assez bien la syntaxe, l'idée de la syntaxe. Pour revenir à notre première idée, c'est-à-dire mettre number, number, number à l'intérieur d'un tableau, c'est une syntaxe qui existe et qui peut être très utile, et qu'on appellera le tuples. Avec cette syntaxe, on pourra décrire précisément ce qu'il y aura à l'intérieur de notre tableau et dans quel ordre. Si je décris donc un tableau avec 2 nombres à l'intérieur, je pourrais pas mettre un nombre et une chaîne de caractères. Je pense que vous avez compris l'idée, c'est assez explicite. Pour info, le tuple est une proposition en stage 2, donc peut-être le futur d'ECMAScript, mais ça ne ressemblera pas aux tuples de TypeScript, même si ça remplira un rôle assez similaire. Si vous voulez créer un tableau avec différents types à l'intérieur, un tableau qui pourrait contenir des chaînes de caractères ou des nombres, mais sans vous soucier de l'ordre, je veux dire, on va devoir utiliser une nouvelle syntaxe. On va voir cette syntaxe déduite automatiquement par TypeScript en survolant notre variable. Donc avec des parenthèses devant le tableau décrivant ce qu'il y aura à l'intérieur du tableau. Donc la syntaxe cette fois sera entre parenthèses nombre ou chaîne de caractères, puis le tableau, les crochets. Maintenant qu'on a vu comment décrire un tableau, voyons comment décrire un objet. De la même manière que pour les tableaux et que pour les variables, on va, après le nom de notre variable, mettre un 2 points, puis un objet. Mais bien sûr, il va falloir décrire ce qu'il y a à l'intérieur de cet objet. Donc pour chaque variable, en supposant qu'on ait une variable a et b, il faudra décrire la nature de cette variable. Si je ne décris pas explicitement la nature de cette variable, on aura en bas une nouvelle erreur qu'on n'a pas encore vue. Member a implicitly has any type. La variable a implicitement le type any. C'est-à-dire que avant qu'il ne sache de quoi a sera fait, il va en déduire que a peut être n'importe quoi, any. Et c'est le sens de any, ça veut dire n'importe quel type. C'est un type dans TypeScript qui peut être utile quand on n'a pas envie de s'embêter à chercher un type parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et d'ailleurs, vous pourriez mettre any partout, ça fonctionnerait parce que ça, tout peut être n'importe quoi, hein, c'est pas restrictif, any. Alors, c'est très bien des fois pour coder vite des prototypes et qu'on n'a pas envie de s'embêter à chercher des types compliqués ou créer des types un peu plus complexes, mais c'est un piège dans lequel il faut éviter de tomber. Si TypeScript me donne une erreur, d'ailleurs, c'est parce qu'il n'aime pas bien déduire qu'une variable pourrait être n'importe quoi. Parce que dans ce cas, il ne sert pas à grand-chose. Donc ensuite, dans mon objet myObject, je pourrais bien mettre les propriétés a et b, a un nombre et b, il pourra être bien n'importe quoi.
Un autre type un peu obscur comme ça sera le type unknown, qui veut dire inconnu. Ce type est assez similaire à any, mais un peu plus restrictif. On ne peut pas faire n'importe quoi avec unknown, puisque unknown, par définition, ça veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est. Ça ne veut pas dire que ça peut être n'importe quoi. Alors c'est une subtilité, mais tant qu'on en parle, on va regarder d'un peu plus près la différence entre any et unknown. Si je décris une variable en étant de type any, je vais pouvoir invoquer sur cette variable n'importe quel type de méthode, comme trim par exemple, qu'on va retrouver pour supprimer les espaces en début et en fin de chaîne de caractères. Si par contre j'essaye d'invoquer cette méthode sur une variable de type unknown, je vais avoir une erreur. Parce que je ne peux pas invoquer une méthode sur une variable dont je ne connais pas le type. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, unknown va être plus restrictif dans son utilisation. Any, vous allez en voir vraiment partout. Parce que c'est très pratique des fois pour débugger rapidement et temporairement le TypeScript. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir une syntaxe très pratique pour décrire des objets plus complexes. Cette syntaxe s'appelle l'interface et ça, vous allez en voir partout. Il y a deux syntaxes assez similaires, on va voir les deux, l'interface et le type. Type, on va dire. L'interface, c'est la syntaxe la plus courante. Imaginons par exemple que nous voulons décrire un objet user, un objet utilisateur. Donc j'ai ma variable John et à l'intérieur un objet qui va le décrire en tant qu'utilisateur avec un nom et un âge. Pour décrire cette structure avec le nom, chaîne de caractères et âge, number, je vais pouvoir utiliser une interface réutilisable à travers tout mon code. TypeScript va automatiquement déduire le type de la variable John, mais ça, c'est pas très réutilisable. La syntaxe de l'interface est très simple. On va seulement taper interface, ensuite le nom de l'interface avec une majuscule, puis entre des accolades, on va décrire l'objet. Remarquez qu'entre les accolades et le nom d'interface, il n'y a pas ni de deux points ni de égal, ce qui est assez déroutant au début. Une fois qu'on aura créé cette interface, on va pouvoir l'utiliser comme n'importe quel type. Donc, pour notre variable, John user. On va décrire que John donc sera de type user. Si je modifie ensuite une variable et que je fais une erreur, bien sûr, je vais avoir le même type de message d'erreur qu'on avait avec nos types primitifs. Avec l'interface, on va avoir un certain nombre d'options qui vont arriver pour rendre tout ça un peu plus précis. Donc par exemple, on peut avoir des variables read-only, donc qu'on ne doit pas modifier. Si j'essaye ensuite de modifier donc la propriété name sur mon utilisateur John, je vais avoir un message d'erreur. Remarquez sur la droite que l'interface a carrément disparu. C'est un nouvel objet créé seulement pour être utilisé par TypeScript. Ensuite, pour ce qui est de l'erreur, bien sûr, il ne m'empêche toujours pas de modifier la propriété name, mais il me donne seulement, c'est juste une indication. J'ai seulement un message d'erreur. Il ne m'empêche pas de compiler le code, il me dit seulement que c'est certainement pas ça que je voulais faire. On peut également créer des propriétés optionnelles avec le point d'interrogation, presque de la même manière que le chaînage optionnel que vous connaissez peut-être. Si je voulais par exemple savoir si l'utilisateur avait un travail ou non, mais que l'information n'était pas obligatoire, je pourrais ajouter un point d'interrogation juste après le nom de la propriété. De cette manière, vous voyez que sur notre objet John, je n'ai pas la propriété employed, mais je n'ai pas non plus d'erreur, parce que ce n'est pas obligatoire. De la même manière, en TypeScript, vous avez le point d'exclamation, qui va dire qu'une variable ne peut pas être null ou undefined, mais on ne le verra pas dans cette introduction. Pour rendre ces interfaces un peu plus intéressantes, sachez qu'on peut les étendre.
C'est-à-dire qu'on peut créer de nouvelles interfaces à partir d'autres interfaces pour les rendre de plus en plus complexes et modulables. Par exemple, si je crée l'interface User VIP je- qui étendait l'interface User, elle va reprendre toutes les propriétés de l'interface User et je peux en rajouter par-dessus des propriétés. Ça pourrait bien être bien sûr des fonctions, ça pourrait être autre chose, propre à l'interface User VIP. Donc juste pour l'exemple, on pourrait dire que n'importe quel objet de type User VIP devrait avoir toutes les propriétés du type User plus la propriété isVIP true. De cette manière, je vais créer un utilisateur Bob, je vais accélérer un peu parce que je pense que vous avez compris le principe. Il va me demander le nom, l'âge et j'aurai une erreur tant que j'ai pas la propriété isVIP. Alors maintenant qu'on a vu les interfaces, on va voir une autre syntaxe assez similaire à l'interface qui s'appelle les types. Les type aliases, pour être précis. Les alias. Alors, si l'interface crée vraiment un objet à part entière qui va permettre de décrire un type, le type, ça sera vraiment seulement euh, un alias, c'est-à-dire qu'il ne va pas créer d'objet nouveau, mais il va seulement donner un nom nouveau à un objet plus complexe. Alors la différence entre l'interface et le type, c'est vraiment pas évident à saisir. Et honnêtement, des fois l'utilisation de l'un ou l'autre, c'est presque au niveau du goût de celui que vous préférez utiliser. Il y a une espèce de consensus autour de l'interface que vous verrez beaucoup plus souvent que le type. Et les deux peuvent faire à peu près la même chose. Un exemple de type donc d'alias serait myBoolean qui serait true ou false. Et c'est d'ailleurs un peu comme ça que le type booléen existe. C'est seulement un alias de vrai ou faux. On peut faire des manipulations assez complexes avec les types et les interfaces. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y en aurait trop. On peut aussi les contracter, on peut les étendre, on peut les associer. Ça va vraiment très loin. Des fois peut-être trop loin, mais ça je vous en laisserai juger par vous-même. Donc si par exemple je crée le type string or number, je pense que vous l'aurez compris, je pourrais lui donner une chaîne de caractères ou un nombre. Remarquez qu'avec le type, on a un égal entre le nom du type et sa description. À pas confondre avec l'interface qui n'avait pas d'opérateur. Bien, maintenant qu'on a vu ça, on va voir quelque chose qui s'appelle les generics, qui va nous permettre de rendre ça encore un petit peu plus complexe. Les generics seront utilisés dans le cas où on ne connaît pas encore quel type sera utilisé dans une interface par exemple, et on voudrait réutiliser ce type à travers l'interface, ce type inconnu, mais on voudrait qu'il reste commun à travers l'interface. Pour ça, on va utiliser encore les signes inférieurs et supérieurs, et à l'intérieur, on écrira type, ou simplement T, vous verrez ça des fois. Et type va servir de placeholder. Si je dis donc que mon interface box aura un type, par exemple string ou number, à l'intérieur, ma variable A deviendra de type number. Et je pourrais utiliser comme ça n'importe quel type. Je vous donne un exemple de la syntaxe une fois qu'on utilise cette interface. Je voudrais que ma variable myBox soit de type box et à l'intérieur, pour le type, je voudrais utiliser le type number. Donc à l'intérieur, il faudra que mon objet, ma propriété A, soit de type number. Sinon, vous verrez que j'ai bien le message d'erreur en bas en me disant que je n'ai pas la variable A du bon type. Les generics, vous pouvez vous en servir partout. On peut s'en servir sur les objets, on peut s'en servir euh, pour les variables, pour les types, pour les interfaces, pour les fonctions. D'ailleurs, on va voir les fonctions juste après. Je pense que vous commencez à comprendre à quel point on peut aller loin dans la complexité quand on commence à mélanger toute cette syntaxe. Parce que bien sûr, tout ce qui est union types, generics, interface, tout ça, ça peut se combiner pour créer les définitions les plus complexes et les plus précises possibles. Alors, pour ce qui est de la fonction, la syntaxe va être assez similaire à la syntaxe qu'on utilise pour les objets ou pour les variables. Si j'ai une fonction add,
le b.a-ba. Il va falloir que je décrive les paramètres parce que si je ne le décris pas, je vais avoir une erreur qui va être paramètre A implicitly as any type. Et TypeScript n'aime pas avoir le type any implicitement. D'ailleurs, juste pour vous montrer, dans le fichier de configuration, on peut enlever cette erreur parce que cette erreur revient assez souvent. Si j'enlève l'option strict true, on verra que l'erreur va disparaître parce que tout ce qui est les checkings les plus sévères, on va dire, de TypeScript vont s'arrêter. Et si je rajoute juste l'option no implicit any, ça va me remettre juste cette erreur. Alors on va remettre strict true parce que c'est quand même le plus intéressant, même si ça peut être un peu pénible des fois. Et on va décrire notre fonction. Donc comme on a fait avec nos variables, on va décrire A et B avec un $number. On peut voir ensuite que si j'invoque cette fonction, je vais avoir une syntaxe nouvelle qui va apparaître dans les suggestions. Avec A:number, B:number, et après les parenthèses de l'invocation, j'aurai encore $number. D'ailleurs, je vais mettre une virgule plutôt qu'un plus, ça sera peut-être un peu mieux. Vous voyez qu'il y a cette syntaxe qui s'est rajoutée. En fait, cette syntaxe va décrire ce que la fonction doit retourner. Et pour décrire ce que la fonction retourne, je la mettrai donc après les parenthèses. Pour le définir explicitement, ce qui est toujours un peu plus précis, je vais rajouter les $number. Si je ne veux rien retourner, par exemple si je voulais console logger le résultat, pour ça on a un type particulier qui s'appelle void. C'est-à-dire void, pour le vide, ça veut dire que la fonction ne retournera rien. Alors juste pour l'exemple, pour compléter un peu la syntaxe des generics, on va regarder les generics, comment ils sont utilisés dans les fonctions. Si je voulais créer une fonction echo, qui va simplement me retourner la variable que je lui donne, la plus simple des fonctions possibles. Si je voulais utiliser un type générique, c'est-à-dire que je ne sais pas encore quel type je vais avoir, je vais utiliser les mêmes signes supérieur et inférieur, juste après le nom de ma fonction, puis je réutilise ce même type pour décrire mon paramètre et ce même type pour décrire ce que va renvoyer la fonction. Et on voit bien que après TypeScript peut comprendre que si je lui donne 5, ça veut dire que 5, le paramètre sera un nombre et que ça va me retourner également un nombre. C'est à ça que servent les génériques. Alors maintenant, nous allons voir une autre partie importante de TypeScript qui sont les classes. Les classes qui sont maintenant intégrées directement dans JavaScript étaient à l'origine une avancée dans TypeScript, qui était en avance par rapport à JavaScript. Et il l'est encore parfois. Alors j'ai accéléré un tout petit peu cette partie aussi parce qu'il n'y a pas vraiment de syntaxe qu'on n'a pas déjà vu dans l'utilisation des classes avec TypeScript. On va décrire nos variables de la même manière qu'on les a décrites depuis le début. Et on va invoquer dans le constructeur, on va attribuer nos variables de la même manière qu'on le ferait avec des classes JavaScript. Et on va ensuite invoquer un objet de la même manière qu'on le ferait avec JavaScript. Alors une des différences, c'est que j'ai décrit le type de ma variable au tout début, avant le constructeur. Et on verra à droite la manière dont a été compilé le code, comme une classe JavaScript normale. Il n'y a pas énormément de différence. Alors, une chose sympa avec TypeScript, qui est bon de savoir, c'est un raccourci qui va me permettre d'enlever pas mal de code. Puisque c'est une opération qu'on répète très souvent, cette manière de construire un objet, une classe, je vais pouvoir tout enlever et en rajoutant private devant le nom de mes variables dans le constructeur, de mes paramètres, je veux dire, le code va se compiler en JavaScript en une classe normale et je vais retrouver simplement une seule ligne avec seulement le constructeur. Vous retrouverez cette syntaxe un peu étrange au début énormément dans Angular. C'est de cette manière qu'on va construire les classes. Voilà, alors maintenant qu'on a vu ça, on va aller faire un petit tour sur la documentation. C'est quelque chose que j'aime bien faire parce que c'est toujours intéressant de découvrir un peu comment ils ont organisé. Ils ont modifié il n'y a pas très longtemps toute la documentation
Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous référer au handbook. Le handbook, c'est là qu'on va avoir les informations principales, ce qui va vous servir la plupart du temps en TypeScript. On va retrouver donc les grands principes de TypeScript. Par exemple, qu'il va être capable de dire si une propriété n'existe pas dans un objet, il va nous donner les principaux types qu'on peut utiliser, donc les types primitifs, le tableau, comment organiser les objets, comment typer nos variables, comment typer les fonctions. C'est assez bien organisé et il y a pas mal d'exemples. Une section va être au sujet du narrowing. Alors, c'est simplement le principe de cibler son code par rapport au type d'une variable. Si ce type de padding est string, on va faire quelque chose. TypeScript a pas mal d'outils derrière qui va nous permettre de faciliter un peu cette technique de code. Mais il n'y a pas vraiment de syntaxe à connaître en particulier. Alors, il y a d'autres manières de décrire les fonctions. Voilà, celle que je viens de surligner, qui va être un peu plus complexe. Moi, je trouve pas ça plus agréable à écrire, donc on n'en a pas parlé. Mais ça peut être pratique dans une interface, par exemple. On va retrouver euh, pas mal d'informations au sujet de l'interface et des types, et une grande section au sujet de la création de types par rapport à d'autres types. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire des choses assez complexes. Et on va avoir pas mal d'opérateurs en plus à apprendre, comme typeof, qui va nous permettre de récupérer des types. Enfin, là, c'est vraiment, ça va être de plus en plus poussé. Quand vous allez vraiment creuser dedans, vous allez voir que TypeScript est très complet. Il peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il y aura bien sûr une section sur les classes et comment typer les classes. Et enfin, pour terminer, une section au sujet des modules. On a eu un bref aperçu tout à l'heure, ça va être la manière d'organiser vos différents fichiers TypeScript. Et enfin, si vous voulez vraiment creuser plus en profondeur, vous avez toutes les références qui va décrire toutes les techniques de TypeScript. Et il y en a vraiment pas mal. Il y en a qu'on n'a pas vu du tout, c'est normal parce qu'on s'en sert finalement assez peu ou elles sont vraiment plus techniques, plus complexes à mettre en place. Par exemple, les décorateurs qu'on voit beaucoup dans Angular, c'est très pratique. Et il y a une vidéo de Fireship que je mettrai dans la description qui est vraiment très bien foutue là-dessus, qui va vous expliquer comment utiliser les décorateurs. Ça, c'est pareil, c'est une fonctionnalité qui pourrait arriver dans le futur dans le JavaScript directement. J'aimerais bien voir ça. Et il y a plein d'autres techniques comme les enums. On n'en a pas parlé parce que c'est pareil, on s'en sert vraiment pas souvent. Et d'autres, je vous laisserai creuser et chercher par vous-même. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris ce qu'il vous faut pour démarrer avec TypeScript. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés avec moi jusqu'au bout et prenez soin de vous.